Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Beaver left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 369. Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL. Je suis avec Grégory Richard pour cette émission. Salut Greg. Salut Raoul et bonjour à tous. Greg, aujourd'hui un format un tout petit peu différent, un tout petit peu vraiment promis, puisqu'on va d'abord débriefer le match Bills Titans qui a eu lieu mardi soir. On viendra sur le sujet du jour, l'affiche de la semaine, les pronos et les questions, ça ne change pas. On aura un débat tout à fait clivant sur l'un des plus grands quarterbacks de la NFL, petit teaser. Et l'affiche de la semaine, ce sera le match entre Tom Brady et Aaron Rodgers dans cet affrontement entre les Bucks et les Packers. Tout un programme. Greg, est-ce que tu es prêt ? Il va falloir parce qu'en effet c'est très chargé. Ouais. Alors c'est parti après le jingle. Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York. Tout d'abord, Grégory, revenons sur le match des Titans et des Bills qui fermait la semaine 5 de NFL. Un match gagné 42-16 par Tennessee quand même. Faut croire que la sortie du Covid les a requinqués. Alors Buffalo a vaguement tenu dans le premier quart et encore, il n'y a pas vraiment eu illusion, on va dire, Grégory. Ouais, enfin il y a une première mi-temps où ça reste relativement accroché, même si Tennessee trouve on va dire qu'ils ont bien géré des moments clés de la rencontre. Je pense notamment à la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième. Après, globalement, c'est pas dire que la rencontre a été équilibrée de bout en bout parce que Tennessee a en effet été extrêmement dominant, notamment dans les tranchées, là où on pouvait attendre justement une équipe de Buffalo un peu plus sérieuse, notamment en défense. Ils ont vraiment été perturbés. Alors, préparation un peu plus longue que prévu pour Tennessee, on n'en sait rien, voilà, on présage un petit peu, mais en attendant, c'est sûr que cette équipe des Titans, elle était prête à manœuvrer les linemen de Buffalo, et ça s'est vu encore plus quand les Bills étaient en attaque, avec un Josh Allen qui était constamment mis sous pression, qui a subi son interception d'entrée, et on s'est retrouvé avec un Josh Allen qui a dû courir après le score, qui avait un jeu au sol abandonné, et forcément, même s'il apparaît relativement costaud depuis le début de la saison, ça a ses limites face à une équipe de Tennessee qui a été extrêmement propre et appliquée, notamment défensivement. Et pourtant, Derrick Henry ne gagne que 57 yards. Buffalo a eu le ballon plus longtemps. Ils ont réussi 13 troisième tentatives sur 17. C'est des bonnes statistiques globalement, mais il y a 3 ballons perdus dans le match. Est-ce que c'est ça qui les achève ? Il y a 3 ballons perdus et de mémoire, les 2 interceptions de Butler, elles sont quasiment retournées. Alors il y en a une qui est au moins, je crois, dans les 30 yards de Buffalo. L'autre, elle est quasiment en goal line. Donc c'est sûr que ça met Tennessee en excellente position. Et avec en plus un Ryan Tannehill qui, tu l'as dit, même avec un jeu au sol relativement moyen, parce que voilà, maintenant... Alors, il y a 150 yards au total en gros, mais c'est réparti entre plusieurs coureurs. Voilà, mais en tout cas, avec un Derrick Henry un petit peu plus contenu qu'à l'accoutumée, en tout cas, il arrive à s'appuyer sur différentes cibles. Le retour de Jay Brown fait du bien. On voit un Callis Raymond qui... gagne vraiment en carrure, je dirais, en ce début de saison, que ce soit sur les phases de réception ou de retour de coup de pied. Et puis on a un Ryan Tannehill qui tout simplement s'éclate. Ça se voit sur son touchdown qui marque au sol. C'est plus du tout Ryan Tannehill de Miami, et c'est ce qui fait que depuis l'année dernière, les Titans sont une équipe qu'il faut considérer des deux côtés du ballon. Tannehill justement, 21 sur 28 à la passe, 195 yards, 3 touchdowns, 129.3 d'évaluation plus le touchdown au sol. Alors c'est des bonnes stats, mais c'est pas non plus des stats exceptionnelles. En même temps, on n'avait pas besoin de mieux. Est-ce qu'on attend encore un peu de voir face à une équipe qui le mettrait un peu plus en difficulté pour se faire un avis sur lui cette année ? Alors la question du coup, c'est est-ce qu'il y a d'autres équipes qui peuvent le mettre plus en difficulté ? Parce qu'encore une fois, la défense des Bills, c'était censé déjà être un révélateur assez important. Ouais. Ça laisse des regrets également par rapport au match contre Pittsburgh qui a dû être reporté, puisque sauf erreur de ma part, ce sont les 2 dernières équipes invaincues au niveau de la conférence américaine.
Donc là déjà ce sera un test assez intéressant lorsqu'ils vont se retrouver. Il me semble que c'est aux alentours de la 8e semaine, je crois, le match qui a été décalé, mais bon. Je suis perdu. Voilà, avec ces oui, changements de c'est calendrier. ça. Vous aurez l'info sur Touchdown Actu, bien sûr. Mais ouais, donc en tout cas, ce sera vraiment une rencontre à suivre. L'avantage, c'est que ces grosses rencontres-là, ils les ont pour le moment à domicile. Donc encore une fois, ça fait plein de confiance. Ça reste invaincu le plus longtemps possible. Je sais pas s'ils arriveront à garder cette cadence tout au long de la saison. Mais en tout cas, ouais, avec un Ryan Tannehill et comme je le disais, de nombreuses cibles capables de le soulager. On a encore 2 TD sur ce match-là de Jonnu Smith qui prend vraiment le relais depuis Delanie Walker. Il y avait un petit peu de flottement entre guillemets sur ce poste de tight end. Il y avait une petite transition qui s'était faite. Là, très franchement, ils ont leur tight end numéro 1 et ça ouvre encore plus de perspectives dans une attaque qui est quand même plutôt bien gérée par Arthur Smith depuis l'année dernière. Et pour finir, quand même sur les Bills, sans vouloir leur trouver des excuses, mais il manquait quand même des gros noms en défense, notamment Matt Milano et Tre'Davious White, rien que ça. Est-ce que c'est préjudiciable à ce point dans un match aussi important ? Ça l'est, alors forcément Matt Milano c'est pas le joueur qui fait le plus sensation, mais c'est vrai qu'il abat quand même un boulot assez monstrueux sur le deuxième rideau, un joueur qui est capable de couvrir également, donc voilà, encore une fois, vu la prestation de Jonnu Smith, il aurait peut-être pu dépanner. Après, bon, on voit qu'il y a des absents, il y en a partout, et les Bills faisaient partie des équipes qui avaient quand même le plus de profondeur, à mon sens, notamment en défense. Alors, peut-être un peu moins sur le poste de linebacker, c'est pour ça que j'insiste plus sur Milano. Mais en tout cas, ouais, globalement, ils ont quand même une certaine profondeur, et ils composent comme d'autres avec les blessures. C'est sûr que forcément, ça n'a pas dû aider face à cette équipe bien rodée offensivement de Tennessee. Mais bon, de là à prendre 42 points, on ne s'attend pas forcément à un tel rendement de la part des Bills, même si, comme on l'a dit, il y a des turnovers qui sont très fâcheux et qui ont exposé de manière peut-être un peu trop conséquente cette défense de Buffalo. Et puis l'image évidemment du match, c'est Josh Norman sans volant sur comment on appelle ça, le raffut, c'est ça. De Derrick Henry. Il aime pas trop Tennessee parce qu'on se rappelle de son accrochage quand il était à Washington avec Taylor Lewan. Qu'il l'avait chambré avec le fameux geste de l'arc. Et bon, voilà. Les dernières prestations contre Tennessee, ça reste un peu en travers de la gorge de l'ancien cornerback des Panthers. C'est vrai, il aura marqué le match quand même à son niveau. Voilà donc pour le débrief de ce match. On passe tout de suite au débat de la semaine. Hey, this is David Carr, and you're listening to the Touchdown Podcast. Enjoy the show. Alors avant de commencer ce débat, Grégory, je suis obligé de signaler quand même aux auditeurs en toute transparence que je subis bien sûr le choix de ce débat fait de manière unilatérale par mes collègues du mardi. Je vous en donne la teneur. Philip Rivers est-il cramé ? Voilà, superbe, merci. Écoute, il y a eu un petit plébiscite quand même. Hein, donc. Oui, non, mais en fait, alors déjà, c'est faux, c'est le meilleur quarterback de la NFL. Maintenant que ça s'est dit, et très honnêtement, j'avais commencé déjà à le dire la semaine dernière. Rivers déchaîne pas les foules à Indianapolis, il déchaîne pas les foules nulle part en NFL en ce moment. Et bon, dans le fond, je vais être d'accord, mais évidemment, je suis un peu obligé de créer le débat. Mais c'est bien, si tu es son meilleur avocat en l'occurrence dans l'équipe, donc si tu peux nuancer de temps en temps certains propos qui pourraient être un peu fâcheux. Après, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de tirer à boulet rouge sur le quarterback d'école, c'est d'essayer de trouver des explications et de savoir ce qui pourrait s'améliorer en l'occurrence. Alors c'est dommage parce que tu dis je suis son meilleur avocat, mais je lis mes notes, ma dernière phrase c'est il est cramé, voilà. Il vend déjà la conclusion, formidable. Alors c'est pour prévenir un peu. Non mais j'ai quand même été chercher quelques stats. Histoire qu'on ait un peu de matière. Depuis le début de la saison, donc sur 5 matchs, il est à 3 victoires et 2 défaites. Ouais. Il a lancé 1227 yards. Le seul point positif, enfin, un des rares points positifs qu'il a en sa faveur statistiquement parlant aujourd'hui, c'est qu'il a 70,8% de passes complétées, ce qui est un record en carrière, mais sur 5 matchs et pas sur une saison complète à chaque fois. 4 touchdowns, 5 interceptions, c'est pas fou. Et surtout, et alors c'est là où je suis inquiet, c'est qu'aujourd'hui, pareil, je parle de stats, mais après on pourra parler d'un peu du rendu. Il y a 2,6% de passes qui sont des touchdowns. Pour vous donner une idée, en carrière, en moyenne, il est à 5,2.
Donc il est sur des bases qui sont faibles et c'est peut-être ça aujourd'hui qu'on peut lui reprocher, c'est heureusement il a une bonne défense parce qu'il n'arrive pas à faire marquer beaucoup de points à cette attaque. Oui, bah écoute, oui, t'as un peu évoqué pas mal d'éléments qui jouent pour et contre lui. C'est vrai que techniquement, le fait d'avoir une défense... Alors, on l'avait beaucoup critiqué quand il était... Enfin, beaucoup critiqué. On l'avait plutôt beaucoup dédouané quand il était chez les Chargers, de par justement le casting global qui avait pas forcément de quoi le bonifier. Une ligne offensive rarement considérée du côté de San Diego puis de LA, et puis une défense qui malheureusement un coup était bonne dans le backfield, un coup était bonne sur la ligne défensive, mais jamais vraiment homogène au point de permettre à Rivers d'apporter sa pierre à l'édifice et d'avoir une équipe vraiment bâtie durablement des deux côtés du ballon. Là, en l'occurrence, il se retrouve à Indianapolis, on peut pas dire que le casting autour de lui soit catastrophique. Il y a des problèmes de blessures, là encore, on aura l'occasion de développer un peu, mais niveau défensif, même si je persiste et signe, le calendrier des Colts c'est pas monstrueux depuis le début de la saison à mon sens. Voilà, il y a une défense qui fait le boulot, qui concède relativement peu de points, qui arrive en tout cas à mettre les Colts, en tout cas qui met pas, je trouve, une pression excessive sur les épaules de Rivers sur ses 5 premiers matchs de la saison. Et pourtant, on arrive à se poser la question si Rivers est capable vraiment de porter durablement cette équipe. On est presque, si j'ose une comparaison un peu fâcheuse, sur le modèle Peyton Manning avec Denver. Ah bah, ça finit par un Super Bowl, donc c'est quand même pas malheureux. Sauf que je sais pas si la défense des Colts c'est au niveau de la défense des Broncos, et même dans l'état dans lequel était Manning, je sais pas si Rivers c'est au niveau de Peyton à l'heure actuelle. Et on est d'accord, je crois que j'ai osé aussi cette comparaison audacieuse dans le chat de la rédaction après le match dernier des Colts, mais bon, effectivement, on en est loin. Tu évoques la ligne offensive des Chargers. Cette année, avec les Colts, il n'a subi que 4 sacs en 5 matchs. Ça veut dire à peu près un rythme de 12 en une saison, là où en carrière, en moyenne, il est à 28. Donc effectivement, c'est pas trop une excuse pour lui de ce côté-là. Alors en attaque, il a eu des castings qui étaient varié et variable avec les Chargers, puisqu'il a quand même eu à un moment LaDainian Tomlinson et Antonio Gates, donc bon, de Hall of Famer, en tout cas un sûr et l'autre qui va pas tarder, et après il a eu des receveurs qui était bon et qu'il arrivait à faire briller. Enfin voilà, il y avait toujours des trucs qui marchaient. Moi, c'est un peu ce que je reproche, c'est ce dont j'ai l'impression du côté d'Indianapolis, c'est que il y a des super joueurs, on le sait, il y a un jeu au sol, il y a des receveurs, il a un tight end avec lequel il a une bonne connexion, et on a vu que dans sa carrière, c'était quelque chose qui le faisait avancer. Mais il n'arrive pas à mettre tout ça en place. Il y a toujours un truc qui marche pas. Et en fait, comme tout le reste a l'air d'être bon sur le papier, on en vient à se demander si c'est pas sa faute à lui, quoi. Oui, alors pour essayer de là encore, on va croire que pour le coup c'est moi qui joue son avocat depuis le début, ça m'inquiète un peu. C'est parfait. Voilà, c'est vrai que la question de la ligne offensive, en effet, elle est perturbante parce que paradoxalement, on a la sensation qu'il a on a l'impression qu'il a moins de temps pour lancer le ballon, alors que justement, il a une meilleure ligne qui lui laisse plus de perspectives pour le faire. Mais ça reste un quarterback de 39 ans aussi. Ça reste un quarterback dont les plus belles années maintenant sont passées et qui malheureusement jouait, je trouve, beaucoup sur son côté lancer rapide, un peu arc-en-ciel, là, son lancer un petit peu atypique, tout ça, machin. Ils disent canard en anglais, je crois. Les duck ball ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est joli en tout cas comme expression, c'est flatteur. Ouais. Mais en tout cas, oui, j'ai la sensation que du côté d'Indianapolis, même quand il a un petit peu de temps, en termes de lecture, ça prend déjà un petit peu plus de temps à se mettre en place. Et quand on n'a pas non plus un placement dans la poche qui est extraordinaire, quand on n'a pas un lancer hyper commun, si j'ose dire, forcément on se retrouve avec des choses qui sont un peu précipitées, quoi, limite bâclées, et on se retrouve en effet avec des séquences, des matchs où il y a des turnovers fâcheux, ou en tout cas des chaînes qui n'avancent pas. Donc c'est sûr que c'est une problématique. Après, t'évoquais les cibles. Et j'en parlais tout à l'heure, oui, il y a des blessures. En effet, ils attendaient beaucoup de Paris Campbell, leur joueur de deuxième année qui est blessé. Michael Pittman également, deuxième tour de la dernière draft, qui est blessé également.
Jack Doyle, leur tight end, donne pas forcément le meilleur rendement, même si en effet il y a cette connexion avec Mo Alley-Cox, mais j'en avais déjà parlé. Il y a un backfield offensif également qui peut lui offrir des solutions, comme ça pouvait être le cas avec certains running backs à l'époque chez les Chargers, mais c'est pas normal que la connexion se fasse pas avec un joueur comme T.Y. Hilton, qui certes a passé la trentaine, qui certes a déjà eu une meilleure prestation sur le terrain de Cleveland le week-end dernier. Mais voilà, justement, c'est pas logique quand tu te retrouves en plus dans un contexte un peu particulier. On attend presque de toi que tu sois le sauveur, parce que la saison d'Indianapolis l'année dernière est pas catastrophique. Ça, comme on l'a dit, ça joue quasiment à un quarterback le fait qu'ils aillent en playoff. Mais quand tu arrives et que tu es censé être la solution, parce qu'on dit que c'est ton système offensif avec des coachs que tu connais, et en l'occurrence avec un playmaker à ta disposition comme T.Y. Hilton, c'est quand même assez paradoxal de ne pas pouvoir l'exploiter comme il faut. Malgré ton âge et encore une fois avec la ligne offensive que tu as à ta disposition, quoi. Non, mais en fait, moi je crois juste qu'il est pas bien différent de ce qu'il a pu prouver dans les dernières années à Los Angeles, pas tant à San Diego, mais Los Angeles. C'est juste que du côté d'Indianapolis, on n'a pas l'habitude et qu'on se dit, oh là là, mais attendez, il lance des interceptions qui coûtent la victoire en fin de match. Il est cramé, hein. Bah oui, mais ça fait des années qu'il fait ça, je le sais. Donc, bon, non mais... Voilà, on va évidemment pas l'enterrer et ce qui est sympa aussi avec Philip Rivers, et c'est aussi pour ça bien sûr que vous savez j'ai cette affection particulière pour lui, mais il a toujours, je crois, à cœur de vouloir en tirer son équipe vers l'avant, et il est assez démonstratif là-dedans. C'est peut-être parfois aussi ce côté un peu exubérant, je sais pas, mais un peu forceur, qui fait que il force des interceptions et ça coûte le match. Mais je pense que si Indianapolis l'a fait venir, c'est aussi pour essayer de jouer un coup avec lui sur un an. Si à la fin de l'année ça n'a pas marché, je pense pas qu'ils s'acharneront. Donc oui, voilà, c'est un peu je pense pas non plus. Vitrine. Après, si tu me permets juste d'enchaîner là-dessus, parce que il y a la responsabilité du quarterback. Mais il y a aussi la responsabilité des coachs, selon moi. Il me semble qu'on a commencé à en parler mardi lors du podcast. Donc je crois... Alors attends, faut que je revérifie les stats, parce que du coup il me semble que sur chaque match où Rivers a lancé plus de 30 fois le ballon, c'est systématiquement une défaite pour les Colts. Ah, ouais, bah, effectivement. Donc voilà, on en vient encore à la même chose. Philip Rivers, c'est un quarterback d'expérience, c'est un quarterback qui peut peut-être t'apporter ce que Jacoby Brissett n'arrivait pas à apporter dans des moments clés. Mais c'est pas normal, en l'occurrence, que ce soit un quarterback sur lequel tu mettes plus de pression, surtout quand ton jeu au sol, sans être extraordinaire, performe depuis le début de la saison. On a déjà souligné, Nyheim Hines, c'est un joueur très très difficile à couvrir, mais ne serait-ce qu'à surveiller, en l'occurrence, de par sa vitesse et sa polyvalence. Jonathan Taylor a été vraiment une belle surprise, même si bon, ça reste un joueur qui était très attendu en sortie de draft, mais qu'il arrive à se développer aussi rapidement, alors que Marlon Mack avait de nouveau des problèmes de blessure. Je pense que les Colts auraient vraiment pu capitaliser là-dessus. Dès les premiers matchs, vraiment, le jeu au sol a montré une importance toute particulière. Et malgré ça, on a toujours Frank Reich et Nick Sirianni, son coordinateur offensif, qui disent « Bah ouais, mais regardez, on a fait venir Philip Rivers pour une raison, vous allez voir ce que vous allez voir. » On attend. Bah oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, alors on le conforte dans le fait qu'il sera quarterback au moins sur le prochain match, tant mieux. Mais ce serait bien d'adapter un petit peu le playbook, de changer un petit peu son fusil d'épaule et de pas systématiquement, surtout sur des matchs qui vont être un peu plus coup près, je pense, et avec en plus, ça c'est un autre point d'interrogation, à Anthony Castonzo qui est sorti sur blessure le week-end dernier, son tackle gauche, ce serait bien de peut-être pas s'obstiner à vouloir faire de Rivers la star de l'offense, parce que en l'occurrence, je suis pas sûr qu'il soit encore capable d'assumer ce rôle. Non. Et pour conclure, de toute façon, je pense que en fait, Rivers, il est rendu à une partie de sa carrière où il est pas intéressé, je pense, par une compétition entre quarterbacks comme tu peux l'avoir ailleurs. On te dit, attention, si tu performes pas, tu joueras pas. Bien sûr que c'est un énorme compétiteur, mais je pense qu'à 39 ans, c'est peut-être sa dernière saison. S'il joue pas, il a peut-être pas le même feu que quand il est arrivé à San Diego et qu'on lui a dit, faut que tu remplaces Drew Brees. À mon avis, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Donc effectivement, il faut que les coachs peut-être enlèvent un peu de poids sur ses épaules et s'appuient sur un jeu au sol. Donc ma conclusion, il est cramé, voilà. Dites-nous bien sûr en commentaire si vous pensez que Philip Rivers est cramé, ça nous intéresse. Et nous, on va passer à l'affiche de la semaine. Top 1, 2, 3, 1, 2, 3, top
Le match de la semaine, on a choisi les Green Bay Packers face aux Tampa Bay Buccaneers. Les Packers à 4 victoires, 0 défaites. Les Buccaneers 3 victoires et 2 défaites. Tom Brady face à Aaron Rodgers. Ça fait 3 victoires pour Brady et 2 pour Rodgers. Et malheureusement, aucun Super Bowl joué. C'était peut-être l'affiche qu'on attendait tous les ans, le Patriots Packers, qui n'a jamais eu lieu. Cette saison, Green Bay donc là sort d'une bye week et Tampa sort d'une défaite. Est-ce qu'on peut utiliser le mot honteuse, Grégory? C'est pas trop fort. Évitable. En tout cas, dans un match où évitable. ils ont longtemps mené, oui, c'est une défaite qui peut faire un peu tâche vu ce qu'on pouvait attendre de Tampa en début de saison. Ouais. Est-ce que ça joue un peu dans les têtes? Tu sors d'une bye week en étant une des meilleures attaques de la ligue et en face, tu sors d'une défaite face à une équipe qui normalement est largement à ta portée. Ah, je pense qu'il y a mieux pour te rassurer, en effet. Après, ouais, en l'occurrence, c'est vrai que bon, je vais pas griller les étapes, mais c'est vrai que c'est un match assez excitant au premier abord parce que on insiste beaucoup sur les deux attaques à raison. Mais on va quand même avoir 2 belles défenses également de chaque côté. Peut-être les 2 défenses dont on parle le moins depuis le début de la saison. Alors Tampa, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on vante leur run-stop et au moins leur pass rush. J'ai toujours mis réserve sur le jeu contre la passe, mais au moins le pass rush. Mais en tout cas, oui, non, pour répondre à ta question, oui, c'est aussi pour ça que du côté de Tampa, c'est pas un super test. C'est que va y avoir une grosse attaque en face, une attaque qui sort de bye week, mais va aussi y avoir une défense qui peut leur poser énormément de problèmes. Tiens, commençons par la défense alors, puisque tu en parles. Il y a quand même du pass rush imposant des deux côtés, puisque tu as Zadarius Smith avec 5 sacs pour Green Bay et Shaquille Barrett avec 4 pour les Buccaneers, entre autres. Du coup, lequel pèse le plus sur ce match selon toi? Je te dis lequel, c'est le pass rush, mais la défense aussi de manière générale. Bah écoute, en tout cas, c'est vrai que des deux côtés, tu le citais, il y a quand même de bonnes menaces. Il y a les 2 Smiths du côté de Green Bay, avec en plus un Rashan Gary qu'on a vu éventuellement à quelques occasions sortir du chapeau. Et c'est vrai que du côté de Tampa, Barrett est performant, Pierre-Paul également. Enfin dans un système 34, on le voit capable de mettre une pression suffisante sur le quarterback pour le mettre en difficulté. Après, c'est vrai que si on regarde également les 2 lignes, c'est 2 lignes assez solides. On s'attendait à Tampa à avoir un petit peu plus de soucis avec notamment Tristan Wirfs, le joueur rookie, qui avait quand même une grosse responsabilité et qui s'en sort pas trop mal. Même si de temps en temps il prend des prises de judo de la part de je sais plus quel pass rusher, il me semble que c'était Khalil Mack, ouais. Mais ouais, et puis du côté de Green Bay en effet il y a une ligne extrêmement solide aussi qui est capable de laisser beaucoup de temps à Aaron Rodgers, donc c'est pas évident de sortir au premier abord une équipe capable de prendre le dessus parce que j'ai presque l'impression que c'est force contre force, de bonnes lignes défensives contre de bons pass rush. Vu ce qu'on voit depuis le début de la saison, je donnerais peut-être un léger avantage à Green Bay, mais ça me paraît pas se jouer à des classes d'écart entre guillemets. Alors passons côté attaque. Du côté des Buccaneers, on a alors il y a du matos parce qu'il y a Ronald Jones qui gagne 125 yards en cumulé la semaine dernière, Mike Evans qui est déjà à 6 touchdowns sur sa saison, Gronkowski qui commence à prendre un peu plus d'épaisseur. Alors c'est étonnant parce que je regardais un peu, je me disais mais cette équipe des Buccaneers finalement oui elle progresse mais elle a un peu du mal à convertir. Et pourtant j'ai trouvé la stat, ils ont 72% de passages en red zone convertis en touchdown et c'est le 6e meilleur total de la NFL. Donc c'est pas forcément ça le problème. Ça peut être quoi le problème entre guillemets de cette attaque? Mais je pense qu'il faut trouver un petit peu de constance. En l'occurrence, c'est principalement ce qui a posé problème du côté de Chicago. C'est ce côté en effet sur les phases où on a le ballon à pas être capable de tuer le match plus rapidement et à laisser justement son adversaire dans le coup jusqu'au bout, même si la défense de Chicago a fait ce qu'elle devait faire. Et voilà, il faut peut-être être plus tranchant face à encore une fois une défense qui va être assez aguerrie sous la coupe de Mike Pettine, qui sort, tu le disais encore une fois, d'une semaine de préparation supplémentaire. Donc ouais, il faut trouver en effet cette constance, trouver des automatismes, ce qui n'est pas évident parce que c'est vrai que chaque semaine ils ont souvent un receveur différent qui leur fait défaut. Quand c'est pas Mike Evans, c'est Chris Godwin qui est pas là. Donc voilà, pourtant des cibles il y en a, ils ont limite 2 ou 3 tight ends capables de proposer des solutions à Tom Brady, Ronald Jones en effet capable de sortir du backfield. Donc voilà, je te rejoins, il y a une carburation qui se met en place, qui a été déjà vue, mais encore une fois, il y a des choses qui ont été prometteuses à New Orleans et à Chicago, et pourtant ça s'est terminé en défaite. Donc voilà, c'est réussir à trouver
le bon rythme, les bons jeux, les bons appels au bon moment pour réussir à exploiter les match-ups et mettre en difficulté cette défense des Packers. Et ce ne sera pas une mission simple en l'occurrence pour Bruce Arians. En face, la carburation, c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt le turbo maximal. Les Packers mettent 38 points en moyenne cette saison. Alors, ils ont joué les Vikings, les Lions, les Saints et les Falcons, qui sont pas forcément les meilleures défenses de la NFL. Mais ils n'ont perdu aucun ballon de la saison pour l'instant. Donc, voilà, il y a une équipe qui arrive très sûre d'elle et qui, à mon avis, va capitaliser sur cet élan-là pour, du coup, je révèle mon vote, gagner ce match. Bah écoute, moi c'est vrai que sans faire injure aux autres équipes invaincues, pour l'instant Green Bay, des équipes qui n'ont pas perdu, c'est celle qui me fait la meilleure impression visuelle, on dira depuis le début de la saison. Alors tu le disais, c'est sûr qu'ils n'ont pas affronté que des équipes monstrueuses d'un point de vue défensif, en tout cas dans les moments où ils les ont affrontées. Maintenant, c'est sûr que ça va être quand même très très compliqué de stopper la carburation de cette attaque. Encore une fois, il y a un run stop qui est parfaitement capable de freiner un minimum Aaron Jones. Je sais plus si Davante Adams revient, il me semble, mais j'en suis pas sûr à 100%. Mais on a vu qu'Aaron Rodgers pouvait faire briller quasiment n'importe qui. Et face à un backfield que je trouve encore un peu fragile. Alors oui, il y a Antoine Winfield qui démontre que sa hype en sortie de draft était plus que justifiée. Oui, il y a un Carlton Davis qui monte en puissance avec 2 interceptions sur les 2 derniers matchs. Est-ce que ce sera suffisant malgré tout pour vraiment freiner Aaron Rodgers et son attaque ? Je dévoile également mon jeu. Je ne pense pas non plus. Donc voilà. Je dirais Green Bay. Moins d'un TD d'écart, mais ouais, je pense que Green Bay a les moyens de freiner offensivement cette équipe de Tampa et du coup d'exploiter les failles défensives une fois que le pass rush aura été plutôt bien contenu. Eh bien, on vote Green Bay tous les deux et on passe tout de suite à tous les pronostics de la semaine 6. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on 3. 1, 2, 3. Work! Alors les pronostics, semaine difficile quand même pour nous en semaine 5 avec évidemment pas mal de surprises dans les résultats. Merci les Chiefs. En l'occurrence, Grégory, Alain et Camille font 9. Raphaël et moi prenons 1 point de moins avec 8. Soit au total, Alain qui mène toujours à 56. Greg, tu n'es pas loin, tu es à 53. Et un petit peloton de poursuivants derrière, pardon. Puisque tous les trois, Raphaël, Camille et moi sommes à 50. Donc rien n'est joué bien sûr, restez jusqu'au bout pour assister au dénouement de ce match épique. Pas de match du jeudi cette semaine, le Broncos Patriots passe dimanche. Et du coup, on commence directement avec Broncos, 1 victoire, 3 défaites et Patriots, 2 victoires, 2 défaites dans la série des matchs de dimanche à 19h. Cam Newton a priori de retour face à son équipe préférée des Denver Broncos. Drew Lock aussi semble-t-il. Déjà partons là-dessus. Est-ce que ça change tout Cam Newton oui, Drew Lock, est-ce que ça change beaucoup Grégory? Écoute, sur ce match-là, oui, enfin le fait que Cam Newton revienne, c'est pas forcément une mauvaise chose pour les Pats, même s'ils n'avaient pas démérité sur le terrain de Kansas City, loin de là. Le retour de Drew Lock également, c'est une bonne nouvelle. Après, bon, est-ce que c'est vraiment le jeu à la passe de Denver qui posait problème ces dernières semaines? J'en suis pas persuadé. En tout cas, c'est toujours mieux d'avoir Lock qui donne un peu plus de perspective que ses remplaçants. Mais oui, bonne nouvelle des deux côtés. Après, bon, sur le papier, ça reste un match déséquilibré quand même. Donc, je vais pas te dire que Denver va venir créer la surprise malgré le retour de Drew Lock. A priori pas. Donc, victoire de New England pour moi. Pareillement, et petite stat au passage, Bill Belichick, il est à 9 victoires et 10 défaites face aux Broncos. C'est pas une équipe qui lui a toujours réussi. Bon, évidemment, il n'avait pas le même matos à disposition, mais voilà, attention aux surprises. Texans, 1 victoire, 4 défaites chez les Titans, 4 victoires, 0 défaites. On en a parlé, les Titans sortent d'une grosse démonstration. Le problème, c'est que Houston perd beaucoup de ballons cette année et que Tennessee en gratte beaucoup. Bon, et j'avoue que je crois de moins en moins en la défense des Texans, non pas qu'il y avait de quoi s'extasier, mais bon, sur le papier, elle arrivait toujours un peu à embêter les adversaires. Là, j'ai de moins en moins l'impression cette année,
Et du coup, le match me semble plutôt en faveur des Titans, Greg. Oui, bah en l'occurrence, c'est sûr que se rassurer contre Jacksonville, c'est bien. Enchaîner à Tennessee, c'est peut-être un peu autre chose. Donc, c'est vrai que malheureusement, les Houston Texans vont devoir un petit peu traîner ce mauvais début de saison pendant un petit moment face à une équipe qui fait le plein de confiance, qui en plus joue à la maison pour l'instant. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça leur permet encore une fois de se mettre vraiment dans le bon rythme et de capitaliser pour assurer le plus rapidement possible une place en play-off. Là, en l'occurrence, face à un adversaire de division, ils peuvent faire comme Jacksonville et les mettre un petit peu de côté en attendant leur confrontation contre les Colts. Donc Tennessee également pour moi. Pour moi aussi. Browns 4 victoires, 1 défaite. Steelers 4 victoires, 0 défaite. C'est la rivalité entre ces deux équipes. Qui va prendre un coup de casque? Qui va marquer un quadruplé? Qui de Jarvis Landry ou Odell Beckham Jr. va lancer un touchdown? Tant de questions sans réponse, Greg. En vrai, ce match-là, c'est... J'ai envie de dire que c'est presque un des plus excitants sur le papier des dernières années. Tant les Browns sont sur une bonne saison et les Steelers n'ont jamais été vraiment sur des mauvaises saisons, mais en tout cas eux aussi sont dans une bonne dynamique. On aurait même pu prendre le match de la semaine, tiens. Qu'est-ce que tu vois sur ce match qui de l'attaque des Browns ou de la défense des Steelers va prendre le pas sur l'autre, tiens? Bah oui, en tout cas, oui, là pareil, on est dans force contre force. Attaque Cleveland, défense Pittsburgh, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Il y a forcément un facteur que je prendrais en compte, c'est ce fameux petit complexe d'infériorité, si j'ose parler ainsi, de Cleveland, Bien parce sûr. que, bon, mine de rien, Historique. on peut pas dire qu'historiquement ce soit le grand frère par rapport à Pittsburgh, donc en plus sur le terrain du Heinz Field, va quand même y avoir une petite pression pour une équipe qui attend de confirmer après les énièmes déceptions, la dernière en date remontant à la saison passée. Bon, je le dis, Pittsburgh, je me répète un peu depuis le début de la saison, c'est solide, ça gagne rarement de 2 ou 3 touchdowns globalement, même contre Philadelphie avec 9 points d'avance, ils se sont fait peur pendant très très longtemps. Donc je suis pas sûr que Cleveland sera largué sur ce match-là, mais je vois quand même la défense des Steelers faire le boulot un minimum, perturber un tant soit peu Baker Mayfield. Ils ont un run-stop capable de perturber le jeu au sol de Cleveland, qui est la principale force offensive des Browns cette année. Donc voilà, j'y vais avec Pittsburgh, à l'expérience et à la défense. Pareil pour moi, Ravens 4 victoires, 1 défaite, Eagles 1 victoire, 3 défaites, 1 nul. On disait la semaine dernière que Eagles-Steelers c'était le derby de Pennsylvanie. Là, c'est encore plus un derby. Les villes sont à peine à 2 heures de route, ce qui pour les États-Unis est voisin. Et les deux sont sur leur rythme croisière. Baltimore gagne, Philadelphie galère. Sur ce match, on continue comme ça. Ouais, alors il faudra voir éventuellement Philadelphie, je le répéterai tout au long de la saison, mais de toute façon ça reste une équipe qui sera un poil à gratter permanent, surtout avec leur manière de développer certains joueurs un peu inconnus, Alex Singleton, Travis Langham, Greg Ward. C'est une équipe qu'il faut jamais prendre à la légère, et face à des Ravens qui se sont rassurés défensivement contre Cincinnati, mais qui restent encore perfectible dans pas mal de domaines de jeu, je trouve, en tout cas par rapport à ce qu'on envoyait en 2019. Contre Philadelphie, ça peut être typiquement le match piège. Après, bon, voilà, la logique m'amène forcément à jouer les Ravens sur ce match-là, mais méfiance quand même. Oui, de toute façon, cette équipe des Eagles, elle est jamais aussi forte que quand on ne l'attend pas. En tout cas, les dernières années, ça a été le cas. Mais bon, vu ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est difficile d'aller dans leur sens. Washington Football Team, 1 victoire, 4 défaites. New York Giants, 0 victoire, 5 défaites. Alerte NFC Est, débranché tout sentiment de rationalité et de logique. Est-ce qu'on va voir Alex Smith ou Kyle Allen du côté de Washington? Tiens, on ne sait pas déjà encore. Bonne question, je serais pas étonné. Parce qu'il a dit Kyle Allen est titulaire si il est en forme. Oui, bah techniquement il était sorti pour une commotion, un truc comme ça, donc je serais pas étonné qu'ils le remettent du côté de New York. Bon après, Alex Smith on n'a pas pu en voir grand chose, vu qu'il s'est fait marcher dessus par la ligne défensive, il n'y a pas eu l'occasion d'exploiter grand chose. Mais oui, je pense que ce sera Kyle Allen. Après, très franchement, les Giants depuis le début de la saison, c'est 5 défaites en 5 matchs. Ils prennent rarement des déroutes, pour pas dire quasiment jamais. C'est souvent des défaites à moins d'un touchdown, alors qu'ils ont quand même joué. Bon, Dallas c'est relatif, mais ils ont joué Pittsburgh, ils ont joué Chicago, les Rams, des équipes qui n'ont pas des bilans catastrophiques cette saison. Donc je pense, même si tout n'est pas fameux dans leur équipe, que celui-ci vont le gagner.
Et je vois bien les Giants donc décrocher leur première victoire et revenir à égalité avec leurs voisins. Alors, première indécision entre nous. Moi, je vais plutôt y aller sur Washington. De toute façon, c'est la NFCS, donc tout est possible. Je n'ai pas d'argument rationnel. Falcons, 0 victoire, 5 défaites. Vikings, 1 victoire, 4 défaites. Et la stratégie a payé. La semaine dernière, j'ai pronostiqué contre les Falcons. Eh ben, j'ai eu raison. Donc, je vais continuer sur cette stratégie-là. Est-ce que pour fêter le départ de Dan Quinn, tu vas pronostiquer Atlanta ? Ah non, ma superstition. Ah non, ça change rien. Mon droit de retrait s'arrête au départ de Dan Quinn, mais ma superstition continue devant l'éternel. Parfait. Alors. Voilà, surtout à Minnesota, en l'occurrence, une équipe qui reprend du poil de la bête. Je pense que ils ont quand même les moyens. Il faudra toujours voir éventuellement si Julio Jones revient du côté d'Atlanta. Manifestement, on est très précautionneux. Et je pense que c'est une bonne chose avec ses ischios en l'occurrence. Donc, je dirais Minnesota sur ce match-là. Il y a quand même un momentum qui est clairement pas le même. Ouais, je suis d'accord. Et leur fiche de une victoire et 4 défaites est sévère. Et alors que le 0-5 d'Atlanta, il est nickel, quoi. Bah, il est nickel. Disons qu'on comprend pourquoi il est là. C'est ça. Alors que les Vikings, tu regardes les performances individuelles, tu te dis ça pourrait faire mieux. Donc effectivement. Ah, le backfield défensif contre Thielen et Jefferson, oui, là, je pense qu'on va suer à grosses gouttes. Ça va être sympa. Match de félin entre les Detroit Lions à 1 victoire et 3 défaites et les Jacksonville Jaguars à 1 victoire et 4 défaites. Dans les duels d'équipes de bas de tableau, maintenant j'applique ce qu'on appelle la stratégie Alain Mattei, à savoir je choisis le meilleur quarterback. Naturellement, le meilleur quarterback de 32 ans aujourd'hui, c'est Matt Stafford. J'ai été vérifié, Wilson en a 33, donc c'est bon. Tu m'as fait peur là. Bah non, évidemment. Matt Stafford, c'est 300 yards en 8 matchs face à l'AFC Sud en moyenne. 300 yards par match à chaque fois. Donc voilà, je le vois continuer sur ses bonnes performances et globalement les Lions me font une meilleure impression, c'est beaucoup, mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'ils ont l'ascendant sur ce match. Qu'est-ce que tu vois, Greg ? Je vois les Lions mener à la mi-temps parce que de toute façon Détroit ils commencent comme des oufs et après c'est un peu plus compliqué. Oui, je pense quand même que sur ce match-là, alors c'est toujours pareil, il faut voir si les stars défensives qui étaient blessées du côté des Jaguars reviennent, parce que ce sera forcément un facteur important. Oui. Après, du côté de cette équipe de Détroit, le retour de Kenny Golladay, même si ça s'est pas encore... Alors si, il y a eu la victoire à Arizona, mais en tout cas, depuis, il y a eu également des défaites, mais en tout cas, son retour fait du bien. Il y a quelques jeunes joueurs qui s'installent dans cette équipe, je pense à Jonah Jackson sur la ligne offensive notamment, un TJ Hawkinson également sur le poste de tight end. C'est toujours la même chose, il faut trouver un petit peu de constance des deux côtés du ballon, mais je pense contre cette équipe de Jacksonville qui est capable de gros temps forts, mais qui malheureusement sur la longueur a un petit peu de mal. Je vois Détroit gagner, en effet je te rejoins, il montre un peu plus de choses, mais sans plus de conviction que ça. Et ils sortent d'une bye week en plus, les Lions, si je ne dis pas de bêtises. Donc Lions pour nous deux, Bengals 1 victoire, 3 défaites, 1 nul, Colts 3 victoires, 2 défaites. Eh ben je reconnais ça, c'est un match où l'équipe menée par Rivers est favorite et il l'a fait perdre dans le dernier quart-temps. Ah ouais, c'est ça. Ils partent de loin parce que Bengals en face, ouf. Pardon. Ah ouais, mais j'ai l'habitude, t'inquiète. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais prendre les Bengals. Et ouais, pas de blague. C'est le truc un peu genre le match où Joe Burrow fait un super match. À la fin, on aura l'interview de Rivers et d'Antolin qui diront c'est vraiment un quarterback qui a de l'avenir. Il faudra compter sur lui dans les prochaines années. Voilà. Ouais. Anthony Lynn, pourquoi Anthony Lynn ? J'ai dit Anthony Lynn. Tu pensais Frank Reich, j'imagine. Ah la vache, mais bien sûr Frank Reich. Non mais bien. Parce que si Anthony Lynn, au moment où tu m'as dit si Anthony Lynn considère que Rivers c'est l'avenir, il envoie pas des bons messages. Non, justement, c'est Frank Reich. Et j'étais là en train de me dire, attends, mais Anthony Lynn, c'est le coach des Chargers, je suis pas fou. Bon, bah alors. Eh oui, bah voilà, parce que dans ma tête, Rivers, c'est encore les Chargers. Bah écoute, t'as le droit de mettre les Bengals, mais bon, moi je considère que l'erreur de casting, Zach Taylor et Cincinnati vont perdre de nouveau. Il y a trop de brèches, ne serait-ce que la ligne offensive des Bengals contre cette défense des Colts dont on parlait tout à l'heure. Ça me paraît largement suffisant pour permettre à Indianapolis de s'imposer. En plus, avec leur run-stop. Bon, je pense que là, si Indianapolis veut relancer leur coureur et mettre un peu d'impression sur Rivers, c'est le match parfait. Donc Indianapolis. Très bien. Bears 4 victoires, 1 défaite. Panthers 3 victoires, 2 défaites. Les Bears qui sont quand même à 4-1. Est-ce qu'on croit en cette équipe ? Non, pas du tout. Tu me finalement, on me laisse même pas répondre. C'était mon lancement. Je t'ai dit. Mais non, mais tu peux y aller du coup. Est-ce que tu crois à cette équipe en 4-1 des Bears, Grégory ? En tout cas, ça peut être un match. J'en parlais mardi. Ça peut être un match qui peut
éventuellement récompenser, si je peux parler ainsi, le futur 7ème de la conférence NFC, vu que ça me paraît extrêmement ouvert pour des places de wildcard. En l'occurrence avec des équipes comme Arizona ou des formations comme ça, et on a vu que par exemple Carolina avait battu Arizona. Le fait de recevoir Chicago, c'est pas une mauvaise nouvelle, surtout à un moment où tout commence à se mettre en place. Il y a deux défenses qui souffraient un peu en début de saison et qui ont l'air de se mettre un petit peu au diapason. Après il faudra voir comment Carolina arrive à gérer le jeu au sol de Chicago, qui sort d'une mauvaise prestation contre Tampa, mais le run-stop de Carolina, ça reste le run-stop de Carolina, même si je le disais, contre la passe, ça progresse sensiblement. J'essaie de réfléchir, c'est pas un match évident. J'aurais tendance à aller vers les Panthers parce que match à la maison et parce que Carolina et Chicago à 4-2, vu leur début de saison, ça me paraît pas déshonorant. Après, franchement, c'est typiquement un match que peut prendre Chicago rien qu'à la défense. Ah bah ça, oui. J'y vais avec Carolina quand même. Moi aussi. Le point positif du côté de Carolina, c'est que quand McCaffrey s'est blessé au début de saison, j'avais un peu ce running gag de dire est-ce que sans McCaffrey ils peuvent gagner ? Oui, non, du coup ils peuvent pas gagner. Et le fait est qu'en fait ils s'en sortent pas si mal, donc bravo à eux. Je parlais, juste pour terminer, je parlais du run stop de Carolina. Le run stop de Chicago, c'est pas fameux non plus, hein, donc Mike Davis il peut continuer à prendre le relais efficacement de McCaffrey sur ce match-là. Ouais. Moi, de toute façon, j'attends que la vérité éclate sur Chicago et que du coup, les Panthers les écrasent. Ouais, mais non, mais ça suffit là d'être à 4-1 et de faire croire qu'on va aller jouer les playoffs. Enfin, non. Cette équipe en playoffs. Ils vont pas s'excuser s'ils exploitent bien les matchs qui sont à leur disposition. Hein. Bon, c'est pas toujours fameux, mais on n'a pas toujours eu que des équipes fameuses en playoffs. Hein. Les gens les sous-estiment, c'est terrible. 22h05 dimanche, les Jets à 0 victoire et 5 défaites chez les Dolphins à 2 victoires et 3 défaites. Est-ce que c'est enfin la DER d'Adam Gaze ? Ce serait que le 3e coach viré de l'année, donc ça va, tu vois, c'est pas la honte d'être le premier. Ah oui, puis se faire virer après un match à Miami, oui, pour le clin d'œil, ce serait sympa, ouais. Être viré 2 fois de suite dans la même ville, oui, c'est un concept. Mais... Ouais, il y a pas. Faut y aller. Ouais, bah écoute, je parlais de momentum tout à l'heure avec Minnesota-Atlanta. Je peux difficilement te dire différemment sur ce Miami Jets, surtout avec le match des Dolphins à San Francisco, la manière dont ils se sont baladés. Ouais. Là, je pense que. Pas loin du rating parfait pour Fitzpatrick. Hein. Il est à 154.3, je crois, alors que le maximum c'est 158.3. C'est pas mal. Bah oui. Donc voilà, là, si Fitzpatrick en effet arrive à bien trouver la carburation dans le nouveau système offensif de Chan Gailey, bon, deux hommes qui se connaissent plutôt bien, donc ça allait pas prendre 10 ans, mais là, ça a l'air de bien se mettre en place. Je vois pas comment les Jets pourraient les freiner durablement, surtout en ayant perdu Le'Veon Bell. Donc voilà, Miami en l'occurrence pour moi. Il va falloir qu'on fasse sponsoriser le podcast par une huile de moteur, parce que tu nous parles de carburation à chaque fois. Mais non, c'est l'appel est lancé pour Alain. Voilà, exactement. Quel pourrait être l'éventuel motif d'espoir pour New York ? Est-ce qu'il y en a vraiment un ? Bah a priori Sam Darnold jouera pas. Est-ce que c'est vraiment un motif d'espoir ? Je sais pas. Bah à mon sens un peu plus que Joe Flacco, mais que cette défense pose problème à Miami. Si la défense arrive au moins à freiner durablement Miami, peut-être que sur une fin de match un peu accroché, où tu restes à moins d'un touchdown d'écart pendant un petit moment et que tu marques sur la fin, oui bien entendu, ça reste la NFL, hein, encore une fois, ça reste la crème de la crème niveau sportif, niveau joueur de cette discipline. Donc voilà, il y a bien des joueurs des playmakers qui peuvent sortir éventuellement. Mais ouais, collectivement, ça a l'air quand même d'être assez à l'avantage de Miami, je trouve, sur ce match-là. Miami, pour moi, également, à 22h25 dimanche. Donc, il n'y a qu'un match à 22h05 et qu'un match à 22h25. Donc, en deuxième partie de soirée, vous serez tranquille. Il n'y aura pas 70 touchdowns en même temps. Packers, 4 victoires, 0 défaites chez les Buccaneers. 3 victoires, 2 défaites. On en a parlé. On a tous les deux pris les Packers. Oui. Ah ouais. Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Ce sont les Rams à 4 victoires et 1 défaite chez les 49ers à 2 victoires et 3 défaites. San Francisco qui doit se faire pardonner de la déroute subie face aux Dolphins. Quel quarterback titulaire pour San Francisco, Grégory, à ton avis ? Beathard ou Garoppolo ? Je pense que ce sera Garoppolo avec une semaine de récupération en plus. Après, est-ce que de toute façon Beathard peut vraiment changer clairement la donne vu la situation actuelle de San Francisco, les problèmes sur les deux lignes et plus globalement au niveau de la défense et du backfield ?
Mais après, est-ce que tu veux sacrifier Jimmy Garoppolo ou CJ Beathard sur l'autel de la violence d'Aaron Donald? C'est ça la question. Parce que le lineman des Rams, il est déjà à 7,5 sacs cette année. Là, il va se faire plaisir sur qui que ce soit qui sera en face de lui. Est-ce que tu peux pas dire, bon, Jimmy, tu sais quoi, reste au chaud, on va envoyer CJ se faire broyer à ta place? Mais, encore une fois, je te dis, je sais pas. Après, tout dépendra de la stratégie de Shanahan. S'il considère que cette saison est déjà achetée à la poubelle, il mettra potentiellement Beathard sur ce match-là. Après, bon, San Francisco, ils viennent de perdre 2 matchs de suite à domicile. Ils viennent de se faire marcher dessus par, ou en tout cas, de se faire découper dans les airs par les Dolphins. Donc c'est pas le meilleur adversaire en l'occurrence pour se remettre en confiance, surtout vu le niveau de l'attaque aérienne. Mais San Francisco est à 2-3 et les Rams à 4-1. Je veux dire, si San Francisco gagne ce match, il revient à une victoire des Rams. Donc moi je pense que Shanahan va quand même s'appuyer sur son quarterback qui sur le principe et de par le contrat qu'il a signé lui donne le plus de chances de s'imposer, à savoir Garoppolo. Donc voilà, après oui, c'est sûr que la ligne va devoir être beaucoup plus convaincante que ce qu'elle a montré ces dernières semaines. Alors attention, horaire exceptionnel pour le match suivant, puisque le Chiefs à 4 victoires, 1 défaite chez les Bills à 4 victoires, 1 défaite se jouera lundi à 23h. C'est un horaire particulier, mais il va falloir s'y habituer cette saison. Après un bon début de saison, la Buffalo risque de subir un petit coup d'arrêt s'ils perdent encore une fois, parce qu'ils viennent de subir leur première défaite, on en a parlé. Et là ils jouent les Chiefs qui sont champions en titre et favoris et tout ce que vous voulez, et qui en plus sortent d'une défaite humiliante peut-être pas, mais en tout cas qui les a un peu remis à leur place face à Las Vegas. Il y a peut-être la place pour un duel offensif, non Greg? Oui, bah en tout cas, ouais, de par simplement l'équipe de Kansas City, j'ai presque envie de dire, parce que de toute façon, oui, ça va être un peu, à eux seuls. Ça peut être comme le match des Raiders, hein, c'est-à-dire que il y a une attaque qui est capable de mettre énormément de points, mais j'ai l'impression qu'il y a une défense aussi qui régresse au fur et à mesure des semaines. Qui tient beaucoup moins la carburation de l'attaque. Hein, coucou au sponsor au passage. Coucou au sponsor, suis le moteur, merci. Du coup, ouais, ça peut éventuellement donner des idées à Josh Allen et à son attaque pour tenter de se relancer. Parce qu'en l'occurrence, Kansas City, ça déçoit clairement le fait qu'ils aient perdu à domicile face à Las Vegas, hein, même si les Raiders depuis le début de la saison, ça répond présent. Mais le fait que Buffalo prenne 40 points à Tennessee, pour moi, ça fait encore plus tâche. Donc, je vois bien les Bills être un peu piqués dans leur orgueil à domicile, poser des problèmes à cette équipe des Chiefs. Et personnellement, j'irais sur Buffalo. Ah, moi je vais prendre les Chiefs, mais c'est un choix audacieux et intéressant. Faut voir qui sera leur running back. Je suis pas sûr que Le'Veon Bell soit disponible déjà à ce moment-là. Mais on voit qu'Edward Zeller continue de souffrir un petit peu sur le jeu au sol. Et Mahomes, malheureusement, peut pas tout faire tout seul. Non, si vraiment il voulait, il pourrait, mais il se retient pour les playoffs. Et on finit donc avec le Monday Night Football à 2h15 du matin, dans la nuit de lundi à mardi. Cardinals, 3 victoires, 2 défaites. Chez les Cowboys, à 2 victoires et 3 défaites. On va voir ce que valent les Cowboys sans Dak Prescott. Arizona, ils ont besoin de regagner. T'as quand même Hopkins qui a 45 réceptions, 528 yards, qui est numéro 1 en NFL. Là, ils peuvent se faire plaisir face à la défense de Dallas. Est-ce qu'Andy Dalton va réussir à suivre? Pas évident. Pas évident, il y a également cette absence puisqu'on parle de Dak Prescott, il y a forcément l'absence de Chandler Jones qui bouleverse pas mal de choses dans cette défense d'Arizona, même si la O-line de Dallas, ça devient un peu des images en noir et blanc maintenant, vu tous les absents qu'il y a. J'y vais quand même avec Arizona, je pense qu'il y a quand même largement plus de matos actuellement que du côté de Dallas, avec, tu le disais, une défense qui est pas au rendez-vous, une O-line qui est décimée, un Ezekiel Elliott qui est pas assez performant, certains diront à cause de sa ligne, je pense à certains membres de l'équipe que je ne citerai pas, mais voilà, ils ont potentiellement un quarterback et des receveurs, mais ils ont quasiment que ça, donc voilà, Arizona ça me semble un poil plus complet, donc j'irai sur les Cardinals. Ouais, et puis ils ont perdu l'espoir, cette petite étincelle qu'ils entretenaient avec leur quarterback star, et qui malheureusement s'est fracturé sur la pelouse la semaine dernière. Je vais y aller avec les Cardinals aussi, en l'occurrence plus de titulaires et plus de motifs d'y croire sur ce match. Voilà pour toutes les affiches de la semaine 6, on passe à vos questions.
Alors, on va faire comme la semaine dernière, puisque on a vos questions sur Twitter directement. Je prends sous mes yeux les questions. Alors, il y en a pas mal, Greg, donc on va y aller. Et on commence avec une très bonne question de Ojai. Raoul Villeroy est-il conseiller à la communication d'Emmanuel Macron? Cela signifie-t-il qu'une équipe NFL arrivera prochainement à Paris? On parle bien sûr de la panacée que le président de la République nous a sorti hier. J'étais le premier surpris, mais ça m'a fait beaucoup rire. Je crois que vous aussi. Évidemment, pas d'équipe NFL à Paris, a priori. Première vraie question, du coup, de Antoine Inc. 15. Qui sera le nouveau coach des Falcons, Grégory? J'en ai parlé mardi. J'attendrai de voir les différents profils, mais il y a quelques noms qui sortent un peu du chapeau. Tu veux plutôt un défensif ou un offensif? Voilà, Moi je l'ai dit, c'est plutôt offensif avec éventuellement un coach vétéran en défense à qui on filerait les clés. Après, voilà. Il y a des noms qui ressortent, Bieniemy et Berfluss, voilà, des noms qui vont sortir, je pense, à peu près partout. Donc voilà, après, il faudra juger éventuellement. Déjà, le plus important, ce sera de nommer un nouveau general manager. Et je pense que c'est cette nomination-là qui donnera clairement le cap de la future équipe. Et où tu vois rebondir Dan Quinn? Bonne question. Peut-être un retour à Seattle. Et il me semble que la défense cette année, au moins celle contre la passe, c'est pas le point fort des Seahawks. Donc je sais pas s'il arriverait forcément à rebooster cette escouade, mais en tout cas s'il fait que ça en tant que coordinateur, peut-être que il pourrait être contacté par Pete Carroll. Après tout dépend encore une fois des mouvements de l'intersaison. Je pense qu'on aura une vision un petit peu globale par rapport à ça. Je suivrais par exemple un Brian Daboll, le coordinateur offensif de Buffalo, qui a une petite cote. Je pense que s'il est nommé head coach quelque part, c'est possible qu'il fasse appel au service de Dan Quinn en fonction des besoins. Très bien. Swiss Charger qui nous demande: vous allez bien? Bah moi ça va. Toi ça va, Greg? Toujours depuis la semaine dernière, depuis mardi. Génial. Jérôme HSWD ou SVD, je sais pas comment on dit. Aujourd'hui vous prenez qui? Sam Darnold, Justin Herbert ou Joe Burrow? Justin Herbert. Je vois pas ce que Sam Darnold fait là-dedans, mais bon. Moi non plus. Moi je lis la question. Pourquoi pas. Oui, de ce qu'on voit pour l'instant, oui, Justin Herbert haut la main, ouais. Bien sûr. J'ai oublié de le mentionner, pardon. Les Raiders, les Saints, les Chargers et les Seahawks sont en bye week cette semaine. Chris23, bonjour l'équipe. Si par chance Adam Gase se fait virer, quel coach verriez-vous à sa place? Et selon vous, est-ce que le coaching staff doit aussi changer? Si oui, qui prenez-vous en defensive coordinator, offensive coordinator? Alors ça, les defensive coordinator, offensive coordinator. Ouais, déjà on va attendre le coach. Ah, j'ai dit voilà. Bill O'Brien. Bill O'Brien, c'est écrit. Aïe, ah, ce serait terrible. Terrible. Non, je leur souhaite, mais c'est possible. Je leur souhaite pas, mais même si encore une fois, je le dis, on tape beaucoup sur Bill O'Brien, mais surtout le general manager, le head coach, il a eu des bilans globalement honorables du côté de Houston. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'attends de voir éventuellement les candidats qui se dégagent, mais peut-être plus. Je sais même pas si un coach offensif, ça fait la diff. On voit que forcément, quand on prend un head coach axé sur un domaine, c'est pas forcément toujours suivi des faits, donc je sais pas trop, à voir. Est-ce que... Non, pardon, j'ai bugué en lisant les questions d'après, mais j'avais oublié que je voulais dire. Est-ce qu'on ferait pas revenir Jeff Fisher? Non. Question de Tarsvelder. Si les Rams font un début de saison, il doit manquer un mot, ne faut-il pas relativiser compte tenu de la faiblesse de leurs adversaires? 4-0 contre la NFC Est. Et enfin, Kevin Stefanski est-il le Gordon Ramsay ou le Philippe Etchebest chez les Browns? Référence à une question de l'an dernier. Je ne me souviens plus de cette question, Tarsvelder, je ne vais pas te mentir. Les Rams d'abord, est-ce qu'il faut relativiser leur calendrier? Forcément qu'il faut reconsidérer ça. Après, on a vu que sur le terrain de Buffalo, même si on va pas s'enthousiasmer plus que de raison sur le niveau des Bills, de ce qu'on en voit, encore une fois, on fera les comptes vraiment à la mi-saison, quand vraiment il y aura un panel un peu plus large en fonction des adversaires. Mais bon, on a vu que contre Buffalo, même s'il y a eu un début de match où ils ont été assez largement écartés, ils se sont battus jusqu'au bout. Donc, mais c'est sûr que oui, faut pas trop exagérer le niveau des Rams pour l'instant, surtout qu'ils sont deuxième de division. Ouais. Après pour Cleveland, si j'anticipe, je sais pas. Ça peut pas être Etchebest, il est pas chauve, Stefanski. Moi ça s'arrête là. Ouais, je sais pas. Je te dis Cleveland, je sais pas. Autant l'année dernière, j'étais dans le bon wagon de la hype. Autant cette année, même avec un bilan de 4-1, il y a quelque chose qui me turlupine. Dans les lignes en tout cas, et on sait que c'est un facteur souvent prépondérant en NFL. Ils sont là. C'est une des équipes les plus chiantes en tout cas des deux côtés du ballon, je trouve, dans ce secteur.
Après, ce qu'il y a autour, pour l'instant, j'attends encore de déterminer, mais ce sera dans la course jusqu'au bout, je pense, pour les wildcards. Question de Thomas Choureau, qui est le nouveau QB milieu de tableau pour remplacer Alex Smith sur la fameuse échelle d'Alain. Il nous file quelques idées, Wentz, Carr, Goff, Cousins ou Tannehill, et lui met une petite pièce sur Derek Carr. Qu'est-ce qui pourrait être notre nouvelle échelle Après, Derek Carr, c'est pas mal. Ouais, Derek Carr, il met des bons standards il est limite cette année. peut-être un peu fort pour être dans l'échelle d'Alex Smith, non? Tu es trop fort, retourne à ta place. Non, j'essaie de regarder vite fait, sans que ça prenne des heures et des heures, mais Non, qui mais on peut c'est avoir vrai que Derek Carr, ça peut faire un bon début. Ou Jared Goff, moi c'est vrai que Jared Goff irait bien dans ce rôle-là. Ouais, éventuellement, ouais, Jared Goff, pourquoi pas, ouais. On va y réfléchir de manière collégiale. Question de Bill Zversky, qui sont pour vous les mieux placés, moins mauvais pour reprendre le coaching d'une équipe NFL parmi les anciens coachs, et là il donne quelques idées: Caldwell, Smith, Wisenhunt, O'Brien bien sûr, ou Mularkey. T'as parlé d'O'Brien tout à l'heure. Oh, c'est une liste qui... Attends, ouais, il faut s'asseoir. Je un peu mon pull là parce que... Oula, ouais. c'est dur. C'est... ouais, ok. Pas facile. O'Brien, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que c'est celui qui a le plus de chances malgré tout de rebondir. Bah parce qu'il vient de sortir de son poste aussi. Bon peut-être. bilan, échelle Belichick, tout ça. Bon... C'est un coach qui, je pense, aura de nouveau une chance à un moment donné. Oui. Et qui aura peut-être de la réussite, hein, d'ailleurs. Il a fait n'importe quoi avec Houston, mais peut-être s'il lui laisse moins la main. Alors, Smith, j'imagine qu'on parlait de Mike. J'imagine, c'est pas précisé. J'ai des doutes. Hein. Son dernier passage à Tampa n'a pas forcément joué en sa faveur. Et... Non. Question de Johan Sipental. Est-ce que Bell peut-il avoir encore un réel impact dans l'équipe qu'il va rejoindre après avoir été lâché par les Jets? C'est vrai que Le'Veon Bell a été relâché par les Jets. On n'en a pas parlé. Oui, on l'a complètement éludé. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'on aurait pu... mais pas besoin d'insister plus. En fait, est-ce qu'il a encore de l'impact aujourd'hui? C'est dur à dire. Est-ce que les Jets l'ont pas flingué? Le problème, c'est qu'ils l'ont quasiment pas utilisé. Donc, moi, je veux bien qu'il l'ait cramé, mais il a été blessé. Sa première année et enfin alors, attends, j'essaie de pas me tromper sur les années, mais ouais, c'était le début de sa deuxième année là. On est d'accord. J'arrive à pas me planter, mais il y a une année où il fait quasiment une année blanche pour des problèmes de blessure. Mais de toute façon, en termes d'utilisation, ça a jamais été très concluant, sa collaboration avec Adam Gase. Donc, moi, je veux bien qu'on dise qu'il est cramé. On se posait la question également après son hiatus d'1 an. Mais je sais pas, je trouve que pour un running back de 28 ans, il n'a pas été surexposé du côté de New York. Donc, je serais curieux de voir ce qu'il peut donner dans une nouvelle équipe. Exact. Effectivement, même si moi je pense que malheureusement le fait pas cramé physiquement, mais du coup il a très peu joué là pendant 2 ans. Ah oui, ça après il aura un problème, il aura sûrement un problème de rythme, hein, mais tout dépend où il tombe. Hein. S'il demande pas un prix exorbitant, s'il tombe à Kansas City avec Mahomes, je pense qu'il a moyen de s'accrocher, de s'éclater content, et de donner un bon rendement physiquement et mentalement. Ouais. Une question de John Melgasso. Pensez-vous que les reports liés au Covid peuvent chambouler la saison, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer en défaveur des Bills ce mardi? C'est vrai que c'est pas idéal. Est-ce que ça va chambouler la saison? Pour l'instant, ça change des horaires de match, mais si tu t'y prends plus de 5 jours à l'avance, les équipes peuvent s'adapter. Pour les Bills, c'est vrai que c'était peut-être moins évident. Oui, après, je le dis, ça va être compliqué d'analyser semaine après semaine les différentes conséquences pour chaque équipe des réajustements de calendrier. Mais ouais, en l'occurrence, c'est sûr que ne serait-ce qu'au niveau des bye week, par exemple, on en parlait rapidement avec les Broncos il y a quelques jours. C'est sûr qu'il y a des matchs forcément où ça va se ressentir. Plus la saison va avancer, plus les bye week, je pense, vont être relativement importantes. Parce que s'il y a de nouveau des ajustements de calendrier, il y a des équipes qui vont un peu plus tirer la langue, subir un peu plus de blessures et forcément se retrouver diminuées dans la course aux playoffs, voire même pendant les playoffs. Donc je ne sais pas si pour Buffalo, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si ça a eu une incidence extrême, mais en tout cas, oui, ça va être un phénomène à suivre de près et qu'on ne pourra pas écarter tout au long de cette saison. Non. Vincent Indy qui nous demande est-ce que dès maintenant Jacob Eason peut prendre la place de Philippe Crimey River.
J'ai des doutes. Moi, je pense pas que ce soit. Ouais. J'ai des doutes. Après, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer un peu? C'est toujours un peu pareil dans ces cas-là. On peut. Maintenant, c'est toujours pareil. Déjà, moi, je veux bien qu'on essaye Jacob Eason, mais je pense que si on l'a mis QB3 dans un premier temps, c'est que ça restait avant tout un projet. Je pense que l'année prochaine, sachant que Rivers et Brissett sont free agent, il faudra voir éventuellement la direction qui est choisie, surtout si Rivers ne se remet pas dans le bon sens d'ici la fin de l'année. Je dis pas que Jacob Eason sera titulaire, mais peut-être qu'il sera un peu plus considéré pour se tirer la bourre avec un autre quarterback vétéran ou quoi que ce soit. Mais cette année, ça me paraît un peu prématuré. C'est un joueur qui était encore très brut dans son jeu, qui avait un très bon bras, mais qui malheureusement avait tendance à faire des choix un petit peu compliqués. Donc si c'est pour remplacer Rivers par ce genre de profil, je suis pas sûr que les Colts gagneront au change. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée. Moi, très franchement, j'anticipe un peu sur la question, mais ok, Jacoby Brissett n'a pas été extraordinaire l'année dernière. Il a aussi été blessé, ça faut pas l'oublier. Mais je l'ai rarement vu catastrophique du côté d'Indianapolis non plus. Donc on s'est dit avec un quarterback avec plus d'expérience et de bouteille que Rivers, ça peut le faire. Ça saute pas aux yeux, donc peut-être tenter de voir ce que peut donner Brissett, même si c'est sans doute pas ce qui leur fera gagner le Super Bowl à l'arrivée. Question de Jean-David L. Playoff en mode bulle NBA, bonne idée ou nécessité? On va couper court malheureusement, puisqu'en fait pour l'instant il n'y a rien de prévu dans ce sens-là, et ça paraît quand même compliqué logistiquement, mais pour l'instant ça ne se fait pas. On attend de voir ce qui va se passer. Greg, il reste une petite dizaine de questions, mais elles sont assez rapides, donc en souvenir du bon vieux temps, je te propose de faire ça en mode 2-minute drill. Tu sais, on faisait ça à l'époque. Est-ce que tu avais fait? Oui, si, tu étais là quand même. Oui, c'est pas si vieux que ça quand même. Tu veux nous filer un coup de vieux? Ah ouais, c'est mon côté nostalgique. Alors, Pedro Nix, une équipe de New York capable de lâcher son quarterback pour Trevor Lawrence? Oui. Oui. Les deux. Clairement. Même plus les Jets, parce qu'en l'occurrence, l'organigramme a changé entre temps, donc sans doute, c'est possible. Ludor France, les Browns, sérieux contenders pour les playoffs? Oui, j'en parlais tout à l'heure, il sera surveillé jusqu'au bout. Ouais. From White, quelle est l'équipe qui pourrait récupérer Le'Veon Bell? À qui profiterait-il le plus? T'as évoqué les Chiefs. Oui, il parlait des Browns, sachant que Bell vient de l'Ohio et qu'il faut remplacer Nick Chubb. Après, D'Ernest Johnson fait le boulot aussi, donc je sais pas si ce serait la meilleure solution. The Lord, Adam Gaze est-il parti pour finir la saison et donc mourir avec ses idées? Je lui souhaite pas de mourir, mais... En tout cas, il garde des appels de jeu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que les fans des Jets apprécieront. Ouais, et Joe Flacco aussi, quand on lui hurlera dans les oreilles qu'il n'a pas le droit de faire ça. Fidel Gastro, faut-il dissoudre la NFC Est? C'est sûrement en réflexion, je pense que c'est un des sujets brûlants avec la bulle, mais non, je sais pas trop. Ça n'arrivera pas, mais l'idée... Une organisation peut-être un jour. Oui. Jeff Vedder, une petite bière? Là, il est tôt, on va pas vous mentir, on enregistre le matin, mais dans l'absolu, je suis toujours pour. Pas après 21h. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Tierno, il est où Jameis Winston? Il est backup de Drew Brees et de Taysom Hill. C'est ça. J'espère qu'il est pas backup de Taysom Hill, parce que pour le moral, ça doit pas être fou. Il est agent libre à la fin de la saison, Taysom Hill, il touche 16 millions l'année prochaine, donc à un moment donné, il y a des choix qui vont s'imposer quand même. Question de Lucien Bramard, tiens, incroyable. Qui c'est le plus fort, les Jets de cette année ou les Browns de 2017 qui avaient fini en 0-16? Ils ont fini à 0-16? Oui, c'est vrai qu'ils ont fini à 0-16. Ouais. Les Browns avaient fini à 0-16, souviens-toi. Voilà, vous me demandez d'aller chercher trop loin là. Moi je dirais j'ai envie de dire les Jets parce que la saison est pas finie, quoi. Les Jones. Je sais pas. Franchement, les deux étaient moches, donc voilà, c'est pas la peine. Question Johan Y4, c'est précis. Breeze est-il fini? Est-il encore dans le top 10 des QB de la NFL? C'est dur. C'est dur. S'il est top 10, il est vraiment en bas du top 10. Aujourd'hui. Encore une fois, sans doute, il fait plus partie des top quarterbacks de la ligue, sans doute. Après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, messieurs. Moi, j'attends la fin de la saison pour savoir si le mec est vraiment si cramé que ça, quoi. Donc, incroyable, des expressions françaises. En veux-tu, en voilà, j'adore. Et enfin, question de paronyme pour finir, Adrien Mattei a-t-il prévu d'inviter Peter King dans le fauteuil pour parler bière et peut-être NFL? Eh bien écoutez, il faudra lui poser la question dimanche. Je suis certain qu'Alain serait ravi d'avoir Peter King dans le fauteuil
Et Peter King serait ravi de passer dans le fauteuil également. C'est la fin de ce podcast 369, merci de nous avoir suivis, l'émission est disponible évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pour retrouver le site c'est tdactu.com, @tdactu sur Twitter et sur Facebook, @touchdownactu en entier sur Instagram. On est également sur Twitter, @YellowRadioSa. Ah pardon, je vais le redire parce que c'était pas bien. YellowRadioSa C'est mieux. pour Greg, ça, c'est mieux. Avec 2 L et 2 S. Et @RaoulVDG pour moi. Toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est sur le site touchdownactu.com. Et pour nous soutenir, bien sûr, vous avez l'habitude, c'est sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre tous les gens qui y sont. Et on en profite encore une fois pour les remercier. Ça nous fait extrêmement plaisir. Greg, je te remercie également. Toujours un plaisir, merci à toi. Très bonne semaine de NFL à toutes et à tous. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de match ce jeudi soir, donc ne vous levez pas à 2h du matin pour être déçus. Et on se retrouve dimanche dans le fauteuil et mardi la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Des bisous, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.